C'est une réflexion qui vient à point nommé en cette période de crise agricole en Europe, mais pas seulement. Sébastien Abyss explique comment la sécurité alimentaire a fait un retour au premier plan dans les affaires internationales, si tant est qu'elle est un jour disparue. Bonsoir Sébastien Abyss, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre livre a pour titre « Veut-on nourrir le monde, franchir l'Everest alimentaire en 2050 ?» C'est aux éditions Armand Collin. Je précise que vous êtes un spécialiste des questions agricoles, enseignant, directeur du club Déméter et chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Première question, le 21e siècle, on est en plein dedans, on est en 2024. Il est selon vous inédit pour l'agriculture et l'alimentation mondiale. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais eu autant d'habitants sur la planète qu'aujourd'hui, qu'on va encore gagner 2 milliards d'habitants d'ici 2050, 2060. Donc on a une intensité de demande alimentaire qui s'accroît, puisque je ne vais rien apprendre à personne en rappelant que quiconque sur cette planète essaye de se nourrir tous les jours, si possible plusieurs fois par jour. Et on vient de voir dans l'actualité la plus brûlante à Gaza que quand il n'y a plus rien à manger, tout s'empire encore davantage. Donc en fait, nous sommes dans un monde où plus de personnes arrivent sur la table du monde en espérant pouvoir trouver quelque chose, se nourrir tous les jours. Et on a un caractère inédit dans ce siècle parce qu'il va falloir intensifier la réponse en termes de sécurité alimentaire, les volumes disponibles, l'accessibilité de cette alimentation, le prix de cette alimentation, évidemment, qui doit être le plus accessible possible. Et en parallèle, on a une transformation des modes productifs, puisqu'il faut décarboner nos économies, nos modes de vie, nos sociétés. L'agriculture n'y échappe pas. Et donc, il va falloir intensifier d'un côté la sécurité alimentaire et en même temps faire une décroissance des émissions carbone. Ce qui fait que les agriculteurs du monde entier doivent remplir deux missions, tenir la vie des gens dans leurs mains par rapport à ses besoins du quotidien, et en même temps, ils ont la viabilité de la planète à moyen long terme à gérer. Ça fait partie des protagonistes du développement durable. Double mission, les agriculteurs, on l'a vu un peu partout dans le monde, se sentent victimes d'une double injonction, nourrir la planète et en même temps préserver la biodiversité. On est face à l'Everest ? Il y a un côté Everest en effet, parce que comme l'Everest, l'ascension est difficile dans ce pic démographique mondial pour mettre des gens en sécurité et puis permettre la vie le plus longtemps possible. Et en même temps, pour faire la descente de l'Everest, il faut énormément d'oxygène. Alors qui sont les Sherpas ? Les Sherpas, ça va être justement les agriculteurs, parce que ce sont eux qui apportent cette sécurité alimentaire. Ce sont eux aussi qui, par leurs activités, leur transformation de pratique, vont permettre de la viabilité à long terme. On doit avoir beaucoup d'ambition sur la décarbonation du monde. On doit ne pas perdre de vue que sans sécurité humaine, il n'y aura pas de décarbonation tout court. Donc en fait, c'est les deux combats à la fois. Et en fait, ce qui s'exprime souvent aujourd'hui dans les critiques émanant des agriculteurs, c'est pas qu'on leur demande cette double mission. Ils sont même plutôt partants. Ils ont ce tempérament entrepreneur, Sherpa, conquérant, collectif. Connecté à la terre aussi. Connecté à la terre. Ils ont un bon sens pratique qui est bien souvent supérieur au reste de la société. Moi, ce qui m'a toujours frappé à l'étranger ou en Europe, en France, avec les agriculteurs ces dernières années, c'est leur demande de confiance. On a besoin de leur faire confiance. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent comment le faire. Ils ont besoin de constance, pas des changements sans cesse d'objectifs de politique publique, etc. Ils ont besoin aussi d'alternatives, par exemple aux pesticides. Exactement. Et ils ont besoin d'alternatives, ou plutôt ce que j'appelle moi de la cohérence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on dit vous devez faire autrement, qu'ils aient les moyens de pouvoir faire autrement, que quand on leur demande de répondre à une mission, par exemple sur le terrain écologique, mais qu'on leur demande de répondre à une mission nourricière, économique, etc., que tout ça soit cohérent. Et en fait, c'est vrai que dans le livre, j'ai essayé de cristalliser une vingtaine d'années d'observation à l'international sur cette dimension un peu politique finalement de la question agricole et alimentaire. Beaucoup de choses reposent sur la confiance, sur la cohérence et sur la constance. Mais quelle place pour les citoyens consommateurs quand on sait qu'on a de plus en plus de traités, certains décriés comme le Mercosur, le traité de libre-échange entre l'Amérique du Sud et l'Europe notamment. Il y a eu notamment le CETA aussi entre l'Amérique du Nord, notamment le Canada et l'Europe. Comment faire concrètement ? Alors, les situations alimentaires sont très différenciées selon les pays du monde. Ça, c'est une première chose qu'il faut rappeler. Aujourd'hui, au niveau européen et français, on est dans un état de confort alimentaire que peu de pays connaissent et qu'historiquement, on n'a jamais connu. Donc, il faut relativiser les problématiques du moment par rapport au temps très long ou à l'espace lointain. Néanmoins, en Europe, nous retrouvons un peu d'inconfort alimentaire parce que l'alimentation coûte de plus en plus cher. Il y a des phénomènes conjoncturels, la guerre en Ukraine, l'inflation des matières premières, des chocs climatiques plus nombreux.
de plus en plus de personnes qui ne mangent pas 3 repas par jour. Il y a donc des précarités alimentaires qu'on redécouvre, mais il y a de l'inflation alimentaire qui est aussi liée au fait qu'on fait de la transformation des systèmes. Et donc notre transformation de production, nos transitions climatiques et écologiques ont un coût. C'est une espèce de greenflation, d'inflation verte qui aussi doit être intégrée. Ça veut dire que pour le consommateur, s'il veut être cohérent entre nos attentes aujourd'hui que l'on a pour sauver la planète, pour le climat, pour la durabilité des ressources, mais en même temps on est très exigeant parce que l'alimentation, on en a besoin. L'alimentation, on est exigeant parce que c'est sa santé, donc c'est un rapport particulier aussi l'alimentation par rapport à d'autres choses. C'est vrai que l'alimentation, il faut réaccepter le coût réel qu'elle a, lui redonner de la valeur, la saisonnalité aussi, retrouver peut-être de la saisonnalité sur certaines consommations, mais ne pas oublier que l'alimentation, on ne peut pas s'en passer, que celles et ceux qui nous nourrissent sont à nos côtés et que finalement, le bon prix de l'alimentation, c'est celui qui est à la fois bon pour soi, bon pour le producteur, bon pour la planète et bon pour le territoire qui nous entoure. Alors, le territoire qui nous entoure, il est parfois très loin pour le coup. J'aimerais parler de la géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale. C'est le titre d'un de vos précédents livres, de votre précédent livre d'ailleurs, chez Armand Collin, même maison d'édition. Vous êtes spécialiste des enjeux stratégiques liés au blé. On est un peu plus de 2 ans après le début de la guerre en Ukraine et de l'invasion russe. Quelles répercussions ça a? Est-ce que ça a déstabilisé peut-être pas la sécurité alimentaire mondiale, mais en tous les cas, les équilibres? D'abord, il y a une conséquence en Ukraine. C'est un grand pays agricole qui, depuis 2 ans, subit une invasion et des attaques russes sans cesse. Donc, il y a un affaissement du potentiel agricole ukrainien. Les terres sont minées, les agriculteurs travaillent dans des conditions exceptionnellement difficiles. Les céréales ont été bloquées. Les céréales ont été bloquées. La Russie a récupéré 1/5 de la récolte de blé ukrainienne par sa présence à l'Est dans les 5 oblasts de l'Ukraine. Donc, évidemment, il y a d'abord des conséquences pour l'Ukraine, son économie, sa société et ses citoyens, même en termes de sécurité alimentaire. Au niveau mondial, il y a 2 choses à distinguer. C'est qu'il y a une partie de la production agricole de blé de l'Ukraine et d'huile de tournesol qui partait principalement vers le Moyen-Orient, l'Afrique, voire certains pays asiatiques. Donc, sur ces produits, il y a eu des conséquences de volume pas disponibles, il y a eu des hausses de prix et donc on a eu des tensions alimentaires dans certains pays. Dans le cas de l'Europe, on achetait surtout à l'Ukraine du maïs pour l'alimentation animale. Là aussi, ça pose des questions. Et on a vu néanmoins un phénomène se produire et qui génère des tensions aujourd'hui en Europe chez les agriculteurs. C'est qu'on a depuis 2 ans un accord de libre-échange complet avec l'Ukraine. Et donc, toutes les productions agricoles ukrainiennes rentrent sans douane vers les marchés européens. Du poulet, de plus en plus de sucre, également du blé. Et c'est vrai que, notamment dans les États membres de l'Union européenne à l'Est, il y a des tensions parce que les systèmes agricoles, en fait, sont concurrencés par des productions ukrainiennes qui sont plus compétitives en termes de prix, qui ne sont pas aux normes sanitaires comme nous l'exigeons des producteurs européens et qui arrivent avec un commerce totalement plus 127% pour le poulet de 2000, si on compare 2023 à 2022. Alors ça, c'est intéressant, ça m'amène une question. Jadis, on parlait d'autosuffisance alimentaire. Comment trouver le point d'équilibre entre cette préoccupation et le fait de ne pas être, pas isolationniste, mais protectionniste? C'est une excellente question, parce qu'en fait, l'équilibre a toujours été de produire un maximum de ce que l'on pouvait à domicile. Et ça, vous mettez les questions géographiques, les questions politiques, les questions de gouvernance, les moyens techniques, etc. Mais en même temps, il y a des dépendances. Dépendances parce que des consommateurs aiment bien aussi consommer des produits que vous ne pouvez pas avoir chez vous, parce qu'il y a des productions plus stables ailleurs parfois que chez vous. Emmanuel Macron a dit à un moment donné, sur le ton de l'agacement, je veux bien, mais en même temps, comment on fait pour nourrir les bêtes en France? Il faut bien importer. Oui, parce qu'en fait, l'alimentation, si aujourd'hui on dit est-ce qu'on peut être en autarcie alimentaire, non, ça n'a jamais existé. C'est même périlleux. Par contre, il faut trouver un équilibre entre qu'est-ce que je peux produire le plus stablement possible, qu'est-ce que je dois importer parce qu'il y a des besoins, et qu'est-ce que je peux exporter aussi parfois parce que d'autres pays ont d'autres besoins, et tout ça est un jeu d'équilibre. Moi, je crois que sur l'alimentation, il faut être assez clair sur le fait que c'est pas le monde grand ouvert, open bar et du grand n'importe quoi avec un excès de libéralisme et une alimentation mise sur le marché sans considération sur la valeur humaine, sociale, écologique
qu'à la production agricole et alimentaire. En même temps, il ne faut pas mentir aux gens, c'est-à-dire que le chacun pour soi pour se nourrir, finalement, si chacun fait l'expérience, vous allez vite voir que vous avez une monotomie alimentaire, voire même un vrai risque de volume et de sécurité alimentaire qui vient. Donc, en fait, il y a un juste milieu à trouver. Et quelque part, les changements climatiques à l'échelle du monde, plus les secousses géopolitiques qui s'intensifient malheureusement, accentuent les jeux d'interdépendance. Or, depuis 3 ans, avec le Covid, le chacun pour soi et les logiques de précaution, voire de protectionnisme, rejaillissent. Et alors on le voit aussi avec le changement climatique, il y a déjà des arbres en fleurs, il y a des fruits et des légumes qui poussent en avance. Alors le vin ne nourrit pas, mais on sait que maintenant, on va bientôt, plus on monte vers le nord, plus des vins vont être produits dans le nord de la France, alors qu'ils l'étaient un peu plus bas. Voilà, l'exemple du vin n'est peut-être pas le bon, mais sur l'alimentaire, est-ce que c'est aussi un enjeu? Est-ce que par exemple en Afrique, avec la mondialisation, le développement, ou par exemple des pays comme l'Afrique et l'Asie, où on a mangé de plus en plus de blé, alors que ce n'était pas forcément l'élément de prédilection, ou du riz, est-ce qu'il y a un retour aux sources et aux aliments peut-être plus traditionnels qui peut changer la donne? En fait, nous avons un phénomène mondial aujourd'hui où quasiment tous les pays sont en train de regarder qu'est-ce que je vais pouvoir continuer à produire dans le temps. Est-ce qu'il y a des cultures nouvelles que je vais devoir développer? Est-ce qu'il y a des produits que je vais devoir arrêter parce que trop consommateurs d'eau et le changement climatique complexifie ces récoltes? À côté de cela, il faut bien avoir en tête qu'on a dans le monde une population urbaine toujours plus nombreuse, qui veut de tout le temps, tout au long de l'année, et qui veut tout ça à bas prix. Et donc, il y a eu des tendances alimentaires qui se sont aussi imposées, parce qu'en ville, on recherche de la praticité, on cherche certains produits. Vous parliez du blé en Afrique ou en Asie. Il ne faut pas oublier, par exemple, en Afrique de l'Ouest, l'explosion des consommations de riz ces dernières années, et en conséquence, des liens avec les fournisseurs asiatiques qui se sont intensifiés. Ça crée des relations commerciales, ça crée aussi des jeux périlleux parfois, parce que quand les pays asiatiques ont de mauvaises récoltes liées au climat et qu'ils exportent moins sur le marché mondial, sur le marché du riz par exemple, ce sont les pays africains les premières victimes. La dernière question, c'est oui ou non, est-ce que les insectes, ça peut être l'une des solutions? Ça peut être une solution pour nourrir en fait l'aquaculture ou les animaux. Donc pour l'instant, les insectes, c'est surtout une solution pour l'alimentation animale, afin de se passer de certaines productions type soja qui déforestent. Les insectes dans l'alimentation humaine, dans certains pays, c'est déjà une réalité. Dans nos sociétés européennes, à part les crevettes qui ressemblent un peu de loin à certains insectes, je ne vois pas beaucoup d'insectes sur les tables. Merci beaucoup, Veut-on nourrir le monde? Merci Sébastien Abyss d'être venu franchir l'Everest alimentaire en 2050. C'est quasiment demain et c'est chez Armand Collin. Merci à vous. Merci.